place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abnous Chelmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Eh bien, c'est fait. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, devait indiquer aujourd'hui le point d'atterrissage pour l'adoption du budget, ordonnance ou 49.3. Il a choisi ce que vous nous dites être ce bon vieux 49.3 qui s'était interdit d'utiliser, rappelons-le, au moment de son entrée en fonction. Bon, en fait, franchement, moi je pense que c'était une forme de scénario écrit d'avance, mais on a joué les prolongations, vous voyez, comme au football, pour le spectacle, pour satisfaire les joueurs et les publics, pour leur montrer qu'on jouait et qu'il se déroulait un jeu, vous voyez, et que comme ça on essayait de les convaincre qu'il fallait faire la partie. Mais franchement, 4 mois pour arriver en fait à un 49.3, c'est quand même beaucoup, notamment sur le plan de l'économie et des entreprises. Alors, le 49.3 qui a été exclu. 49.3, vous en souvenez justement, vous allez écouter tout de suite. D'abord, Sébastien Lecornu, à peine nommé, grand entretien à la presse régionale, je ne souhaite pas être contraint d'utiliser le 49.3. Ensuite, le 3 octobre 2025, donc très vite après, et puis pour la déclaration de politique générale, écoutez. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Je ne serai pas le Premier ministre du 49.3, voilà, celui qui passe en force contre le Parlement. Une façon, bien sûr, de mettre les parlementaires face à leurs responsabilités, mais aussi de se garantir une forme d'assurance-vie et de trancher avec une présidence Macron qui avait été jugée trop verticale. Je rappelle, pardon, Ruth, d'un mot pour ceux qui nous regardent, que le 49.3, ça évite un vote sur le texte qui est examiné, et simplement il est considéré comme adopté pour peu que l'Assemblée n'adopte pas une motion de défiance, un vote de censure. Donc il faut que l'Assemblée réunisse un peu plus de 289 voix, 289 voix plus une, ce qui n'est pas toujours évident. C'est beaucoup plus difficile que de faire échouer un texte où là il suffit d'une majorité relative. En fait, on engage sa responsabilité. Le gouvernement engage sa responsabilité, et si on le censure, il tombe. Donc c'est un enjeu beaucoup plus lourd qu'un projet de loi simple, en effet. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu avait réussi à franchir un premier obstacle avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il l'avait fait sans 49.3. Mais pour le budget de l'État, c'était un interminable marathon. Il était impossible de trouver un accord. Du tout, après de nombreuses circonvolutions et surtout une pression de l'Élysée qui voulait en finir, le Premier ministre a dû s'y résoudre. En effet, le président de la République n'avait pas du tout envie d'arriver au forum de Davos sans aucune perspective de budget. C'est important, les circonstances géopolitiques sont très importantes. Alors, on a écouté Sébastien Lecornu, nouvelle version, la version avec 49.3. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Voilà, pas d'ego mal placé, pas de source de désordre. En plus, il a précisé... Ça fait beaucoup rire Pascal. Oui, on va y revenir. Il a même ajouté qu'il n'était plus possible de se donner un spectacle au reste du monde. Bon, c'est vrai qu'encore une fois, la situation ne s'y prête pas. Bon, franchement, personnellement, j'ai pensé depuis le premier jour, comme de nombreux observateurs, qu'il était imprudent, sinon presque irresponsable, de se priver d'emblée du recours à un article emblématique de la Ve République. Mais les Français l'approuvaient dans les sondages et ils voulaient donner une chance au parlementarisme. Mais en réalité, on en a longuement parlé ici sur ce plateau, ils ont eu le sentiment aussi assez vite d'un bateau ivre qui voguait, un Parlement qui était un peu à la merci des humeurs des uns et des autres. Alors, ce fameux article, qui n'est, je le rappelle, pas antidémocratique puisqu'il est prévu dans la Constitution, aurait dû, à mon avis, être utilisé un peu plus tôt parce qu'il n'était pas difficile de prévoir les oppositions de RN, LFI, écolo et communistes.
fin décembre, disons, Noël aurait été beaucoup plus serein, vous voyez. Et c'est le PS aussi, Route, qui n'en voulait pas. Alors, personne n'en voulait officiellement. Mais je peux vous dire que depuis le mois de novembre, tout le monde dans les couloirs disait « on va arriver, on va presque le demander ». Et au PS, il y en a un qui l'a dit, il y a à chaque fois qu'il a été interrogé là-dessus, c'est François Hollande. Il l'a répété régulièrement. C'est la seule solution. Et donc aujourd'hui, c'est une forme d'hypocrisie générale, si vous voulez. Tout le monde est bien content qu'il l'utilise en ayant l'air de pas l'avoir voulu, vous voyez. Donc ça arrange tout le monde. Mais enfin, bon, c'est un 49.3 un peu particulier parce que Sébastien Lecornu s'y est résolu, mais il a vérifié aussi qu'il ne serait pas suivi d'une censure. On pourrait presque parler d'un 49.3 de concertation. Un 49.3 de consensus. Vous voyez, c'est une nouvelle formule un peu, puisque le gouvernement y a mis le prix, notamment en direction du PS, les mesures positives, le repas à 1 euro pour les étudiants, le hausse de la prime d'activité de 50 euros par mois, 400 millions pour les bailleurs sociaux, 200 millions pour le fonds vert, et surtout la surtaxe pour les 400 plus grandes entreprises qui sera maintenue au même niveau que l'an dernier, c'est-à-dire à 8 milliards d'euros au lieu des 6,3 qui étaient prévus. Concession aussi à la droite, au LR, puisque ils ont obtenu que les retraités ne seraient pas, leurs avantages ne seraient pas rognés et que le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas gelé. Le groupe de Gabriel Attal a obtenu des choses, le MoDem a obtenu des choses. Bon, est-ce que tout le monde a eu droit à sa récompense ou à son exigence ? Est-ce que ça fait pour autant un budget cohérent ? Est-ce que ça fait un budget qui répond aux attentes ou à la demande d'une économie dans laquelle la dette est extrêmement forte et le déficit très très important ? Selon Amélie de Montchalin, la ministre des Affaires publiques, le total des prélèvements obligatoires sera inférieur à celui de 2019, qui était une bonne année pour le déficit et pour le total des prélèvements obligatoires. Elle dit qu'il sera à 43,99. Il était à 44% du PIB. Génial. Et le président Macron lui-même... Génial. Le président Macron lui-même a dit c'est un projet qui permet au pays d'avancer et de garantir une stabilité. Bon, lui aussi, il aurait préféré carrément les ordonnances et aller beaucoup plus vite. Soyons clairs. Tout de même, je vous précise que le spectacle n'est pas terminé. Il y en aura 3, des 49.3, les recettes, les dépenses, va aller au Sénat, revenir, une censure, 2 censures, 3 censures, bref, adoption définitive mi-février, peut-être. Enfin, sans doute. Un résultat, voilà, quasiment acquis d'avance, puisque le PS indique qu'il ne votera pas la censure. Pascal ? Le seul mérite de ce budget, c'est d'exister, comme le dit le Premier ministre. C'est pas un bon budget, c'est même un très mauvais budget. On est confronté, pourquoi en 2 mots ? Parce qu'on est confronté à une problématique qui est celle d'augmenter la production dans ce pays. On doit produire plus de valeur, le PIB, vous vous rendez compte quand même que cette année, en 2026, le PIB par tête en France va passer derrière l'Italie. On va être derrière l'Italie. Donc, stimuler la production, ça veut dire épargner les facteurs de production, que sont le capital et le travail. C'est-à-dire surtaxer les entreprises ou maintenir un niveau de fiscalité. 400 grandes entreprises, donc ça a l'air d'épargner les autres entreprises. C'est intéressant, sauf que ce sont des sous-traitants, les autres entreprises. Vous savez, ce sont les sous-traitants des grandes entreprises. C'est un écosystème. Mais bien sûr. Vous faites bien de le rappeler. Ces très grandes entreprises travaillent avec des ETI, qui travaillent avec des PME, qui travaillent avec des TPE. Enfin, tout ça est un ensemble. Ce ne sont pas des silos posés les uns à côté des autres. Et en réalité, les Français vont le payer. Comment ils vont le payer cette année ? Il y aura moins de création d'emplois et il n'y aura pas d'augmentation de salaire. En réalité, de plus faibles investissements, parce que ce qui est consacré à la part de fiscalité n'est pas consacré, évidemment, au financement de la croissance. C'est vrai qu'on dit en même temps qu'il y a des records de dividendes, mais justement, on va peut-être parler un peu de ce sujet des inégalités avec votre parti pris. Pascal, vous gardez la parole. Impôt des riches, rétablissons la vérité. Vous faites allusion à cette déclaration de l'ancien ministre de l'économie qui avait dit... Éric Lombard. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence, chaque mot est important, de 0 et ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ce que tout le monde a compris, c'est qu'ils ne payaient pas du tout d'impôt. Parce qu'on a oublié impôt sur le revenu. Ils peuvent payer d'autres impôts, qu'importe, mais on a conclu donc qu'ils ne payaient pas d'impôt. Et d'ailleurs, Éric Lombard, qui vient du Parti Socialiste, ajoute ils ne payent pas non plus de charges sociales. Alors, monsieur le ministre, on ne parle pas de charges sociales en France, mais de cotisations sociales. Donc ça a provoqué un immense débat. Oui, un grand débat. Beaucoup demandent des comptes à Bercy.
des vérifications. Et il n'y en a pas de compte, puisque l'Éric Lombard ajoute ces super riches se font rémunérer par des holdings. Je vais y revenir dans un petit instant. Mais à Bercy, précisément, je veux aller au-delà de votre question, à Bercy, aucun document sérieux, si vous voulez, documenté, ne dit que des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Français auraient un revenu de zéro, enfin, ou auraient un revenu de référence, un zéro. Revenu fiscal de référence. Un revenu fiscal, Absolument. Alors, ou alors, autre hypothèse, il y a un document qui existe, alors c'est un document caché. Et là, il faut nous le sortir. Mais même sur il faut document, nous le dire. Pascal, peut-être que lui, comme ministre de l'économie, a eu ce sentiment ou cette connaissance. Un ministre de l'économie ne doit pas avoir de sentiment. Il doit avoir des certitudes, surtout même quand il est ancien ministre, surtout quand il s'exprime publiquement. Alors, imaginons que nous parlions bien de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le revenu fiscal de référence peut être égal à zéro, mais ça ne veut pas dire que le revenu, lui, est égal à zéro. Puisque, qu'est-ce que c'est que le revenu fiscal de référence? D'abord, il est calculé par les services fiscaux. C'est pas un truc qu'on fait chez soi à la louche sur un coin de table, si vous voulez. Et c'est l'ensemble de vos revenus, je parle bien de l'IRPP, personne physique, l'ensemble de vos revenus, moins les abattements, les déductions et les autres mécanismes d'optimisation, qui ne tombent pas du ciel non plus. Ils ont été votés, pas d'entourloupe si je puis dire, puisque si le revenu fiscal de référence est nul, c'est que le contribuable a consacré une partie de son revenu à des dépenses d'intérêt général telles qu'elles ont été définies par le législateur. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce qu'il faut bien l'évoquer quand même, l'ancien ministre dit que ces Français se rémunèrent avec des holdings. Qu'est-ce que c'est qu'une holding et est-ce qu'on échappe à l'impôt quand on crée une holding? En partie seulement et avec quelques limites, puisque dans une holding, on parle de la relation entre la mère et la fille. C'est une société qui gère des participations, les participations d'une autre société. Vous avez 2 ou 3 boîtes, David, vous décidez de remonter les participations et les dividendes, d'ailleurs, dans une société de tête. Les Belges parlent de société têtière, en réalité, et vous allez payer des impôts. Alors, le taux, d'ailleurs, pour une holding, il est de 15% sur les premiers 42 500 euros de bénéfices, et il est de 25% au-delà. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impôt du tout. Le régime fille-mère permet d'exonérer, c'est vrai, 95% des dividendes qui remontent de la fille vers la mère. Je suis bien clair, là? La société fille vers la société mère. Oui. Pourquoi? Il y a une logique, parce que la fille a déjà payé l'impôt sur les sociétés. Donc on va pas fiscaliser 2 fois, une fois chez la fille, une fois chez la mère. Je vous donne un exemple extrêmement simple. C'est une vraie histoire de famille, ces sociétés. C'est un peu ça, les holdings. Oui, vous avez 200 000 euros qui sont versés par la société A vers la société B. Vous aurez une fiscalité de 5%, puisqu'il y a 95% qui sont exonérés. Donc la fiscalité, elle va porter sur 10 000 euros. Et en effet, comme ça, quand on regarde les choses de façon faciale, on se dit, tiens, 2 000 euros de fiscalité sur une société qui bénéficie de 200 000 euros, c'est pas beaucoup. Sauf que l'impôt a déjà été payé en amont. Donc il faut à chaque fois remettre les choses dans l'ordre. L'impôt sur les bénéfices, donc, qui est de 25%. 25% dans une holding, au-delà de 42 500 euros. Alors, est-ce que dans une holding, une personne physique, parce que c'est ça que nous dit en réalité l'ancien ministre, peut échapper à l'impôt? Ben non, pas du tout, parce qu'une holding, c'est une société comme une autre, et elle peut rémunérer son dirigeant. Ça peut être une société anonyme, ça peut même être une société à responsabilité limitée. Il y a un directeur général, un président, il y a éventuellement un gérant, vous lui versez un salaire, évidemment qu'il va payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous pensez que les impôts vont laisser passer ça? Il va payer non seulement l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais il va payer des cotisations sociales s'il est salarié, soit à la sécurité sociale, s'il est mandataire social, à un organisme qui s'appelle la CIPAV. Ou alors, il peut se rémunérer à travers des dividendes, ce que font beaucoup de chefs d'entreprise, mais dans ces conditions, eh bien, on lui appliquera la flat tax de 30%. En fait, M. Lombard se trompe, les holdings payent de l'impôt sur les sociétés. Quand elles salarient une personne, un dirigeant, ils payent l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et si l'argent reste dans la société, c'est vrai qu'il n'est pas fiscalisé, mais au départ, on fait des holdings pourquoi? On fait des holdings pour gagner des parts de marché, pour créer de nouvelles entreprises, pour renforcer celles qui existent dans le portefeuille, ou éventuellement pour aller acheter un concurrent. Donc c'est de l'argent qui alimente la croissance, ça n'est pas de l'argent qui est perdu pour les impôts. À un moment ou à un autre, dans la vie économique,
tout revenu est fiscalisé. Ça peut prendre du temps, mais à chaque fois, il y a de la fiscalité. C'est ça, c'est parce qu'il reste dans la société qui ne va pas dans la poche du dirigeant qu'en l'occurrence, il échappe à un nouvel impôt. Abdous, votre parti pris international, on pensait que la péninsule ibérique était épargnée par la poussée de l'extrême droite. Non. Et voilà que, sensation, l'extrême droite est au deuxième tour de la présidentielle. André Ventura, 43 ans, double son score par rapport à il y a 5 ans. Oui, c'est le fondateur et le président de Chega, ça suffit, et il va être dans un face-à-face pour le deuxième tour, face à Antonio José Segura, le socialiste de centre-gauche, 63 ans, qui arrivait en tête avec 31% des voix, il fait 24% Ventura. Donc, il y avait 11 candidats qui se présentaient, et évidemment, c'est vraiment l'usure du système comme partout ailleurs en Europe. Il n'y avait pas de raison que le Portugal y échappe. On s'est écharpé, sur l'inflation, la crise du logement, et tout ça a dit à la fin, comme partout, défiance envers les partis traditionnels. D'ailleurs, le candidat soutenu par le gouvernement de centre-droit, Luis Marques Mendes, n'a fait que 11%. C'est dire. Évidemment, Antonio José Seguro a joué, pas du tout le socialiste, mais le président de tous les Portugais, celui qui était là pour la stabilité, l'état de droit, etc. Et ce qui a donné, une autoroute pour André Ventura, qui a pu vraiment déployer sa campagne agressive, immigration, délinquance, corruption, dénonciation globale des élites de Lisbonne. Lui, c'est le candidat du peuple, promettant de remettre de l'ordre dans le pays. Quand même, petite précision, c'est seulement la deuxième fois depuis 1976 qu'un second tour est nécessaire pour élire un président portugais, c'est dire la fragmentation et le grand changement. Alors, est-ce que Ventura peut gagner ? C'est peu probable. Une sorte de front républicain de fait va se mettre en place, parce que la gauche, le centre-gauche, le centre-droit vont certainement se porter sur, sachant que le président portugais n'a pas beaucoup de pouvoir, mais vont se porter sur la stabilité. Il n'empêche, Ventura a quand même remporté une victoire symbolique en se qualifiant, et surtout Chega est devenu en 2025 la première force d'opposition avec 22,8% des voix législatives et 60 députés qu'il a envoyés à l'Assemblée, c'est pas rien. Donc là, tout ce qui vous intéresse, mais ce qui est cet André Ventura. Alors c'est intéressant parce que comme Salazar, le général Salazar, le fasciste portugais, il a passé un petit bout de temps au séminaire, après il est devenu professeur de droit, il s'est fait inspecteur des finances, romancier, et surtout, là où en gros ça a dû lui donner des idées pour la politique, il est devenu commentateur sportif. Et là, il était dans la provocation, il a appris, vous savez, l'aisance quand même médiatique, et c'est ça qu'il a mis au service, quand il s'est engagé en politique, du PSD. Le formation de centre-droit, il en était un des espoirs, très pro-européen, même s'il était plus conservateur, c'est l'aile droite du PSD. Et le 9 avril 2019, il fonde le parti Chega, et en octobre 2019, il est élu député de Lisbonne. C'est le premier parlementaire d'extrême droite à être élu au Parlement depuis 1974. Alors lui, évidemment, ça vous en doutez, candidat anti-système, qui dénonce la corruption de la classe politique, et le socialisme. Le socialisme, c'est tout ce qui n'est pas lui, c'est tout ce qui s'est passé depuis la fin de Salazar. Son slogan pour les législatives de 2024, c'était « Limpar Portugal », en gros, nettoyer le Portugal, et c'est ça, il veut débarrasser le pays de ses élites corrompues, redonner du prestige aux institutions, de la dignité aux autorités, aux forces de l'ordre, etc. C'est un allié du RN ? C'est compliqué, c'est quand même compliqué. Alors lui, il est très, vous savez, oui, au Parlement, européens, évidemment, qui sont sur la ligne, mais lui, alors, il est vraiment peuple pur, élite corrompue, moi, homme vertueux. D'ailleurs, tout d'un coup, il s'est redécouvert ultra-catholique, donc avec sa femme Dina, il passe son temps à l'église. Il se définit comme national, conservateur, libéral et individualiste, ce qui n'est pas exactement RN compatible. Alors lui, l'État-providence, la distribution, les inégalités, non, c'est le libéralisme. Et il a adopté la devise salazariste, Dieu, patrie, famille, auquel il a rajouté le travail. Parce que c'est ça, faut travailler. L'État, c'est pas un État nounou. Alors, vous allez me dire, et ses provocations, sa plus grande provocation, là où on a commencé à le repérer, c'était en 2020 au moment du Covid-19. Il voulait des règles spécifiques de confinement pour les Roms. Et c'est vrai que jusqu'en 2024, son obsession, c'est les Roms. C'est les gitans, qu'il appelle lui gitans. Il faut leur couper les allocations. C'est eux le problème, c'est eux le danger. À partir de 2024, comme pour s'aligner sur toutes les autres parties d'extrême droite et de droite populiste, là, il a rajouté toute forme d'immigration. Il a aussi eu, lors de la convention 2020 du parti Chega, une motion qu'il a fait adopter, accrochez-vous, il prenait le retrait des ovaires aux femmes qui avortent. Ah oui, quand même.
Donc devant mais c'est vraiment un peu, comment dire, j'arrive même pas à dire devant le scandale, parce que genre j'ai envie de lui retirer autre chose dans ces cas-là. Vous voyez, c'est quand même un peu délirant. Je sais pas comment le dire. C'est quand même. Alors, il a retiré sa motion. Mais soyons honnêtes. Mais bon, c'est resté dans les esprits. On s'est dit, lui, c'est un pur, un dur, quoi. Pour ceux qui veulent un pur, un dur. Et par contre, en 2020, il s'est toujours tenu. Il se déclare favorable au mariage homosexuel et qu'il n'aurait aucun problème à avoir un fils homosexuel. Et vous savez, quand je l'ai écouté sur l'immigration là tout à l'heure sur ses propositions. C'est immigration choisie, il le dit, vivre dans un pays où tout le monde entre sans critères, sans savoir qui entre et à quoi il sert, ça il veut pas. Donc il est pour l'immigration choisie et il veut créer un délit de séjour illégal sur les territoires portugais, ce qui existait en France. Donc rien de... Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, on tombe sur des propositions qui sont maintenant devenues, j'allais dire, des propositions républicaines, qui du Danemark, dans la social-démocratie danoise, jusque la droite républicaine ou la gauche intelligente s'applique partout. Mais il fait en sorte, vous voyez, de toujours garder ce côté un peu provoquant pour garder une base, pour chauffer la masse, quoi. Et c'est ça qui fonctionne, c'est ça ce qu'on appelle du populisme. Donc il est plus de cette droite populiste, provocateur, plus du côté de Salvini que Meloni, mais il arrive à tenir des discours libéraux très rationnels qui là le rapprochent plus de Meloni. En gros, il bouffe à tous les râteliers et il a une aisance médiatique qui lui permet là de se retrouver pour la première fois depuis la chute de Salazar. Nous avons un candidat d'extrême droite face à un candidat républicain. Ce qui est intéressant, c'est que comme en Espagne, au Portugal, des pays qui ont été sous des dictatures franquistes et salazaristes, qui après avoir rejeté très brutalement cette extrême droite, tout d'un coup, comme Vox en Espagne et Chega au Portugal, les retrouvent très haut dans les sondages. C'est ça qui est intéressant. Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.